Non, j'ai besoin de ma page. Ouais. Donc, rebonjour tout le monde. Donc là, nous allons faire une table ronde sur l'autonomie de vie en pratique et interdépendance. Donc, je suis Marie Kalefki, du comité mixte de recherche, et je serai accompagnée de Hugo Dupont, sociologue à l'université. Bien, bonjour. Donc, je suis le fameux Hugo Dupont. Je vais vous présenter un petit peu les intervenants et les intervenantes. Donc, on aura une première intervention intitulée Liens confiants et compétences croisées pour une autonomisation heureuse, donc présentée par Karen Butin, personne neurospécifique, membre du bureau de la CS Cap Droit, qui devait être accompagnée de sa sœur, si j'ai bien compris, mais qui est seule aujourd'hui. Une deuxième intervention de l'envers à l'endroit pour être confirmé dans mon identité, je dépends entièrement des autres, qui est une citation de Hannah Arendt. Donc présentée par Philippe Aubert, chercheur indépendant, président de l'association des anciens élèves et amis de l'EREA Toulouse-Lautrec, et accompagné de Jean-Pierre Aubert, son père, si j'ai bien compris. C'est bien ça. Et puis une troisième intervention, produire des données sur les processus de prise de décision dans l'environnement ordinaire, penser l'entourage et les professionnels de la vie quotidienne comme ressources, présentée donc par Audrey Paron, qui est chercheuse en sociologie à Toulouse, à l'université de Toulouse, et membre du collectif sud-ouest de la communauté mixte de recherche, personnes concernées et professionnelles. Voilà, on va essayer de faire respecter le temps, hein. Marika a cette délicate mission. Voilà, donc on peut démarrer sans attendre. Oui. On commence par Karen. Oui. Excusez-moi, je ne suis pas très bien organisée. Donc je ne sais pas si vous m'entendez bien. Il faut que tu fasses le visio. Pardon ? Ouais. Ok, comme ça c'est mieux peut-être. Merci pour la présentation. Donc en effet, mon nom est Karen Butin, je suis personne autiste. Donc aujourd'hui, j'interviens sur le thème, comme nous tous, de l'autonomie de vie en pratique en lien et liens d'interdépendance. Ma sœur Priscilla devait produire un enregistrement audio. Cela n'a pas été possible, donc j'improvise un petit peu. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas en très grande forme, donc ne soyez pas surpris si c'est un petit peu compliqué. Tandis que ma mégalomanie me pousse régulièrement à penser que le niveau en orthographe de ma sœur me doit bien plus que je ne lui dois, le lien de confiance qui nous unit n'en fait pas moins que jusqu'à hier, je restais sans nouvelles. Initialement, ma sœur devait en effet enregistrer une audio, comme je viens de vous le dire. J'ai donc commencé à préparer seule cette présentation hier, aux alentours de 16 heures. J'écris à ma sœur. « Coucou, je suis en route pour Brest. Si tu peux, j'aurais juste besoin de 3 verbatims. » Priscilla répond. « Ici, pas de réseau. Je fais donc des allers-retours, ayant des gros engagements en formation de groupe. C'est trop dernière minute pour moi. » Puis, un peu plus tard, je réponds. « Ok, c'est pas grave. La deadline, c'est demain, 14 heures. » Tout à coup, je me rappelle l'annonce du dernier Léos Carax. Je dis donc à ma sœur, avec un certain humour, tu peux aussi le faire en mode Léos Carax, façon Godard. Elle me répond, je veux trop aller le voir. Bon, laisse tomber, je commence à 8h demain. Je dois prendre ma douche, je suis HS. Dis, ton texto est arrivé beaucoup trop tard. Et demain, je mange avec ma maman. En effet, chez nous, tout est question de lien, puisque ma mère a fait quelques heures de trajet pour que je puisse être parmi vous aujourd'hui. Et il semblerait que ceci ne soit pas sans effet.
Sur ce, je souhaite donc vous parler plus précisément de ma relation avec ma sœur, qui est aujourd'hui psychologue clinicienne, spécialisée en psychotrauma. En effet, nous sommes convaincus que nos parcours sont intimement liés. Et il se peut que l'insularité que nous partageons depuis 2019 ait un effet. Enfant, je supportais difficilement ma sœur. Elle bougeait beaucoup, parlait tout le temps. Elle me supportait guère, non plus, puisque mon droit au calme devait fondamentalement empiéter sur son droit le plus légitime à jouer, s'exprimer et grandir. À l'école, je faisais tout pour être isolée et j'ai souvent été malmenée par mes camarades. Je ne suis pas certaine que ma sœur en ait eu conscience, étant ma cadette. Puis, Priscilla a fait une chute à vélo, très grave. Cette chute, qui lui avait considérablement abîmé le visage, nous a rapprochés. Longtemps, Priscilla n'a pas pu parler. Graduellement, plus tard, nous nous sommes éloignés l'une de l'autre, puis nous nous sommes retrouvés. Près de 20 années plus tard, après mon diagnostic, ma relation avec ma sœur a pris un nouveau tournant. En effet, ma sœur travaillait aux Invalides auprès de grands traumatisés. Nous vivions ensemble à Paris. Cette période était particulièrement difficile. Je suis rentrée dans un tunnel autistique et cela a été très dur. J'ai rencontré le père de ma fille en 2009 à mon retour d'Asie. Celui-ci était alors sans papier. Je rentre moi-même dans un parcours EMDR de prise en soin en psychotrauma sur les conseils de ma sœur. Le praticien me conseille alors auprès d'un psychiatre spécialisé dans l'autisme dès les premières suspicions. Cette rencontre sera déterminante. Dans cette période, ma sœur m'a beaucoup soutenue et encouragée à faire valoir mes droits, mais aussi auprès de mes parents qui semblaient désarmés. Elle m'a notamment invitée à passer aussi les tests de mesure de l'intelligence, à faire des choix fondés sur les capacités et non les incapacités. Ce fut la première réelle expression de mes droits, en accord avec ce que je suis, en tant que personne dite handicapée. À partir de là, je me suis rapprochée de Steph Bonneaubriet, personne père, très important dans le champ de l'autisme. Dès lors, j'ai été portée par mes pairs, régulée par mes pairs. J'ai été sous curatelle quelques années. Ma sœur a été ma curatrice, puis elle a souhaité être remplacée. C'est moi qui avais motivé cette demande afin de prioriser mon parcours et susciter autant que possible une remobilisation de mes capacités et sachant que ceci m'exposerait à des effets délétères. Après mon diagnostic, certainement courant 2015, j'envisage de devenir mère. Je me rapproche du service d'accompagnement à la parentalité des personnes handicapées, me sachant exposée à l'information préoccupante. Je rencontre Stéphanie Fouquet qui m'aidera dans mon parcours professionnel et je reprends mes études sous l'aile de Fabienne Casalis, chargée de recherche en sciences cognitives, et j'intègre l'EHESS sans trop de difficultés. Mon inscription en master, en revanche, sera très difficile puisque mes aménagements m'ont mise en difficulté dans le cadre de mon inscription. J'ai pourtant gagné en autonomie et sur ce point, ma sœur n'a pas été présente. Le pari des droits est gagné grâce au soutien d'un certain nombre de personnes, Fabienne Casalis, Andrea Benvenuto, ainsi que la responsable de la mission handicap. Je suis aujourd'hui moi-même tutrice d'une étudiante autiste que j'accompagne régulièrement. Je réussis à quitter le domicile conjugal en 2019 dans un contexte de violence. Je m'éloigne, je porte plainte et le père de mon enfant sera condamné au pénal. Je souligne que j'ai obtenu le soutien et accédé à mes droits car j'étais sur un territoire où Madame Perfit, ancienne procureure de Lorient, avait beaucoup fait pour les femmes.
En 2023, je motive une demande de parentalité exclusive auprès du JAF, étant sans nouvelles du père de mon enfant. Celui-ci se manifeste et aujourd'hui, je constate que lui-même mobilise ses droits. Je tente de le soutenir tout en plaçant ma fille comme prioritaire dans l'expression de ses droits à elle en tant qu'enfant. Celle-ci rencontre désormais son père dans un contexte sécurisé. L'enfant devient graduellement le pivot de l'exercice de mes droits, en lien par la vulnérabilité et en adéquation à mon environnement. Ma sœur est très soutenante. Mes difficultés récurrentes d'accès au marché de l'emploi m'obligent aujourd'hui à envisager de faire une demande de pension d'invalidité, malgré mon AH et malgré mon RQTH. Récemment, avec ma sœur, nous avons découvert que par certains aspects, nous travaillons l'une et l'autre sur les schémas d'emprise. De fait, il y aurait, en ce qui me concerne du moins, un parallèle entre exercice des droits, réparation et accès aux études. De fait, la présence de ma fille m'oblige à exercer mes droits. Pour autant, rester moi-même en tant que personne autiste suppose le non-recours aux droits afin de répondre aux aspirations qui sont les miennes, en marge de toute obligation sociale. Dans l'autisme, les situations de forçage à l'oralité sont fréquentes. Il m'arrive de regretter mon accès à l'oralité. À ce titre, je suis favorable au bilinguisme relationnel, auquel cas, rien ne saurait justifier que mon droit à l'autodétermination m'autorise à nuire à quiconque. Aujourd'hui, l'accès à mes droits m'est possible grâce à ma protection juridique, ainsi que je n'hésite pas à faire appel à un avocat en cas de besoin. Merci. Bien, merci beaucoup pour cette première intervention et puis d'avoir respecté le temps. Merci. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Philippe, étant entendu qu'on posera les questions à la fin, hein, une fois qu'on aura entendu tout le monde. Voilà. Alors nous, on va faire une intervention à Dans le micro, bien dans le micro. on va faire une intervention à deux voix, hein, Jean-Pierre et Philippe et Jean-Pierre. Enfin, c'est bon. D'ailleurs, on a appelé notre propos de l'envers à l'endroit, on aurait pu dire et réciproquement. Philippe a avancé une citation qui l'affecte particulièrement, qui est celle d'Hannah Arendt. Pour être confirmé dans mon identité, je dépends entièrement des autres. Alors c'est pas un hasard, bien sûr, qu'il va l'expliquer un peu dans les différentes interventions qu'on va combiner dans un instant. Pardon, oui, tout à fait. Excusez-moi, je vais le prendre du coup. Ça va être plus simple. Philippe et moi, on a vécu déjà 45 ans, hein, de façon conjointe, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs de façon complètement couplée, parce que Philippe a eu sa vie et j'ai la mienne. Mais c'est vrai qu'il y a eu des relations étroites et combinées, hein. Sans doute, et je le dis pour moi en tout cas, ma vie est extrêmement marquée et heureuse du fait de l'avoir vécu de cette façon avec Philippe. Et donc, en fait, c'est ce que je voulais insister juste au départ, c'est une relation de famille, père-fils, en l'occurrence, est une relation qui n'est pas isolée du reste. Philippe a tous tes travaux maintenant sur le thème, justement, c'est pour ça qu'il a cité Hannah Arendt, sur le thème, le jeu, et il va en parler dans un instant, le jeu n'est pas dissociable du tu, en l'occurrence moi, du nous, la famille, et puis le reste, et du eux, hein, c'est-à-dire ceux qu'on pense sur la personne, hein, et notamment les travaux qui peuvent avoir lieu sur le handicap. Hein. Philippe a fait des études supérieures dans sociologie notamment, donc il est soucieux de ces différents regards qui ont pesé sur sa vie, et donc de situer, et c'est ça mon propos, de situer la relation qu'il peut avoir avec son père ou sa famille
dans ce contexte des relations. Il n'y a pas de relation isolée. Ça, c'est ma première remarque, c'est important pour nous. La deuxième chose, c'est que ça a une histoire, cette relation. Et Philippe est de plus en plus sensible à l'histoire, à son histoire et à l'histoire de vie des personnes en situation de handicap, et en particulier le fait qu'il y a une partie de ces relations, notamment familiales, qui se joue dans la construction de soi. Philippe a passé beaucoup de temps à se construire dans sa condition. Et deuxièmement, après, c'est un problème d'avenir. Et d'ailleurs, c'est par ce premier propos que Philippe va commencer son expression, et il y en aura comme ça plusieurs dans j'espère, le temps imparti. Voilà mon propos initial. Philippe, tu es d'accord d'abord? Tant mieux, parce que c'est pas sûr. À toi, Philippe. Complicité et dissonance. Moi, c'est moi. Lui, c'est lui. C'est la personne qui me comprend le mieux dans mes idées. Il pense tout le temps à ce que je pourrais penser, vouloir, souhaiter, projeter. Maintenant, j'ai un manque. On ne prévoit pas assez l'avenir. Cela commence petit à petit, mais je trouve que c'est encore bien faible. Cela m'inquiète de plus en plus, pour ne pas dire, m'angoisse de plus en plus. Je vous livre une horrible idée qui me traverse souvent la tête. Comme nous avons presque tout le temps été en but à certains comportements ou maltraitances institutionnelles, ou d'accompagnement. Une petite voix intérieure résonne en moi, en disant qu'il crève avant son père. Ça nous fera comme ça du repos. Sous-entendu, cette petite voix me dit, après, on saura encore moins me gérer. Chaque dimanche soir, depuis une trentaine d'années, après avoir fait ma liste rituelle à papa des choses à faire, je me dis de plus en plus, et si c'était la dernière, le dernier dimanche soir? Cela m'agace un peu les fois où papa lance une idée, et j'ai l'impression que ça le fatigue d'attendre ma réaction, ma réflexion certes souvent plus longue à venir, à développer ou à envisager, parce que mes contraintes de vie, qu'il connaît parfaitement, et je l'avoue, ne sont pas non plus simples à gérer. Je veux qu'on prépare l'avenir dès maintenant, parce que je ne veux pas continuer à vivre seulement avec des auxiliaires de vie, qui viennent à mon domicile seulement pour les actes de la vie quotidienne. Mais, à juste titre, papa me rappelle que les passages que j'ai faits dans des institutions médico-sociales n'ont pas toujours été très glorieux et adaptés à ma situation. Je préférerais qu'on déclare clairement que nous sommes dans une impasse profonde et grave, que mon handicap n'est jamais rentré, et n'entrera jamais, dans les cases préétablies de l'administration du handicap, et de l'administration en général, et que mon père prend de l'âge, et qu'une décision inédite soit prise très sérieusement dès maintenant, pour mon avenir à court, moyen et à long terme. Premier propos de Philippe, qui veut montrer la profondeur des enjeux derrière cette relation qui a été évoquée de façon juridique ou de façon sociologique tout à l'heure, et qui nous marque. Vous voyez bien que il souligne indirectement mon vieillissement. Il me condamne déjà, mais de toute façon la vie me condamne à un moment, comme chacun d'entre nous. Et donc c'est très 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 important. Vous voyez bien ce qu'on a voulu vous montrer par là, et c'est le propos de Philippe. Il est totalement indépendant de moi, parce que je l'ai appris au moment où on préparait ça. Et voilà, donc j'ai appris des choses qui sont dites dans ce propos qu'il ne m'avait jamais dit auparavant. Donc c'est important parce que on voulait souligner par ce biais-là oui, on va passer tout de suite à autre chose, mais c'est important qu'il y ait ce dialogue. C'est important qu'on dise qu'il y a plein de choses invisibles dans les relations entre les personnes, et notamment dans les familles, et notamment les personnes
en situation de handicap, et Philippe a cette contrainte de manque d'oralité, ont une conscience, hein, vivent des choses, mais ne peuvent pas toujours le dire, et on ne les entend pas, on ne les écoute pas forcément. Voilà, c'est ce qu'on voulait souligner, que la relation parent, elle est très complexe, et il y a de l'invisible derrière tout ça. Voilà, maintenant on passe à la deuxième. Philippe va vous maintenant reprendre son propos. Tu commences le deuxième sur le... Voilà. Chercher avec les yeux. Je vais vous exprimer en quelques mots une vision, ma vision de l'histoire du handicap. Je commencerai par une expression peut-être un peu provocatrice. Nous les personnes, dites maintenant en situation de handicap, nous n'avons pas d'histoire. Vous avez une histoire des institutions, des régimes du handicap, des termes employés, mais nous n'avons pas d'histoire, ni individuellement, ni collectivement. Nos récits de vie, rares, n'intéressent pas les historiens, car nous ne sommes pas des acteurs directs de l'histoire, mais des objets de l'histoire. Pourquoi ? Nous ne sommes pas des personnes, des groupes, mais des représentants de catégories, souvent biomédicales. On est autiste, trisomique, paralysie cérébrale, personne de petite taille. Nous sommes des actants historiques, pas des acteurs, encore moins des auteurs. Notre extériorité de profil ou de comportement prend le pas sur notre singularité. Mais notre singularité ne peut se déprendre de notre extériorité. Dans un livre, Le handicap dans notre imaginaire culturel, Charles Gardou, grande figure de la recherche sur le domaine du handicap, nous dit que de tout temps, les représentations du handicap agissent comme un tourbillon qui emporte la raison. La raison historique sûrement. Nous sommes absents de la grande histoire, mais aussi de la petite histoire, notre histoire personnelle. Je viens de créer l'association des anciens élèves et amis de l'ERE à Toulouse-Lautrec, établissement où j'ai accompli ma scolarité jusqu'au bac. Vous connaissez peut-être cet établissement, grâce à la série télévisée récente sur TF1, Lycée Toulouse-Lautrec. Cet établissement s'est ouvert en 1980, sous forme d'un EREA, établissement régional d'enseignement adapté. La particularité de cet établissement, c'est d'accueillir des élèves valides au sein d'une majorité d'élèves en situation de handicap. Certains disent que c'est l'inclusion à l'envers. J'y ai passé 12 ans du primaire au niveau bac, et ma sœur Marion, valide, 4 ans. Nous y avons connu Fanny Riedberger, la réalisatrice valide de la série télévisée. Mais des milliers d'élèves, notamment en situation de handicap, y sont passés. Des dizaines de professeurs et de personnels du médico-social y ont exercé leurs activités. Et pourtant peu de gens en ont parlé et le connaissent, en dehors des personnes qui y sont passées. L'éducation nationale l'a continuellement conservé à l'ombre, sous menace récurrente de disparition. Mais le monde du handicap l'a tout autant ignoré. Le CA de l'Association nationale de paralysie cérébrale vient tout juste de le visiter, alors que la paralysie cérébrale a historiquement concerné beaucoup d'élèves. C'est au fond du sens de ce silence, dont je vais vous entretenir aujourd'hui. Pourquoi ce silence ? Mais le temps manque, on va arrêter là. Juste se dire. 2 minutes, voilà. Il reste 2 minutes. Tu vas reprendre. Il ne peut pas reprendre avec sa machine. Il faut qu'il reparte au départ. Il faut respecter le temps. Mais il continuera ce propos si vous voulez. Il reprendra. Mais voilà, il ne faut pas qu'on prenne sur le temps des autres. Très bien. Ça fonctionne là? Oui, ça fonctionne. Donc oui, il y aura sans doute la place tout à l'heure dans la discussion pour approfondir et permettre à Philippe d'enrichir son propos. Mais voilà, sans plus attendre, donc pour justement qu'on ait un petit peu ce temps-là de possible, je laisse la parole à Audrey
Pareil pour 10-15 minutes, 15 minutes d'intervention, ce qui nous laissera un bon quart d'heure pour la discussion. Oui, merci, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que là, je me présente seule, mais en fait, je suis beaucoup plus nombreuse, puisque, en fait, à distance, il y a tout le groupe Sud-Ouest de la communauté mixte de recherche que je vais vous présenter, qui est présent également avec nous, et qu'on va essayer. Enfin, j'espère que techniquement, ça va être possible. Ah oui, ça y est, on les voit. Enfin, on voit un représentant derrière. Voilà, deux maintenant. Je pense que voilà, voilà, on est toute une équipe qui vient aujourd'hui vous présenter l'aboutissement d'un travail. Quand je dis aboutissement, je dis un travail plutôt en cours qui va se poursuivre. Alors, effectivement, donc je vais me permettre de faire l'introduction, de présenter un peu le contexte, puis après je laisserai la parole aux personnes qui ont participé à l'enquête pour venir alimenter en fait mon discours. Alors, effectivement, ce CapLab est dédié, on l'a entendu, depuis le début de l'après-midi, aux proches. Et là, nous, on va dénoter un peu, on va décentrer un peu le propos et on va parler de ce qu'on a défini un peu largement par l'entourage. Alors, en fait, on s'est intéressé à la vie ordinaire, ce qu'on a appelé grossièrement la vie ordinaire. On y reviendra, qu'est-ce qu'on a mis derrière et comment concrètement on a été chercher des éléments, des indicateurs qui pouvaient nous donner des informations sur cette vie ordinaire. En fait, donc je ne sais pas si on peut projeter le diapo en même temps, ça va faire beaucoup. Ou sinon, c'est pas grave, il faut mieux peut-être voir les personnes. Voilà, donc on a finalisé un livret qui reprend les résultats d'une enquête qu'on a faite et c'est ce qu'on va vous présenter. Donc l'enquête, en tout cas sa présentation, on l'a nommée les processus de prise de décision en milieu ordinaire. Donc l'idée, je vais vraiment aller brièvement là-dessus, c'est réfléchir collectivement à l'efficacité des principes des articles 12 et 19 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Alors 12 et 19, donc celui de la capacité juridique et celui de l'autonomie de vie. Et l'idée, c'était d'aller réfléchir sur les processus de prise de décision que les personnes donc concernées par des situations de vulnérabilité ou de handicap pouvaient rencontrer dans leur vie quotidienne. Donc l'idée, ça a été de mener une enquête par questionnaire et après par entretien pour essayer de réfléchir sur ces questions-là. Alors quand je dis nous, c'est vrai que je les ai présentés un peu brièvement. En fait, le groupe Sud-Ouest de la communauté mixte de recherche, donc on est un collectif, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on travaille ensemble en atelier. On se rencontre environ tous les mois et demi, donc dans des intervalles très réguliers. Et donc depuis 2 ans, on a construit vraiment toutes les étapes de cette recherche, à savoir la problématique, la question de départ en amont, et puis après tout le processus méthodologique. On a fait une enquête, c'est ce dont on va vous présenter, et puis on a produit des résultats qui est maintenant mis en forme dans ce livret. Alors, voilà, c'est pour vous montrer un peu le calendrier. Voilà, donc construction d'un questionnaire en miroir. Donc l'idée, c'était d'aller interroger des personnes qui ne sont pas concernés par le handicap, mais qui vont être promoteurs de services en milieu ordinaire. C'est-à-dire que concrètement, une personne, lorsqu'elle veut vivre sa vie, elle va rencontrer des commerçants, elle va rencontrer des banquiers, en l'occurrence ici, des juges des tutelles,
ça peut être aussi des commissaires, des personnes en fait qui rendent un service public ou un service commercial et qui ne sont pas formés aux questions du handicap et de la vulnérabilité. Et la question se posait, c'est comment les personnes pouvaient rentrer en interaction et quelles étaient finalement les conséquences sur les processus de prise de décision. Alors l'enquête, elle a été menée dans différents espaces. Donc là, on en a synthétisé plusieurs. Donc voilà, les personnes ont été rencontrées des commerçants, donc des bureaux de tabac, mais également ont été dans des pharmacies, des services publics, des services également comme des banques qui se posent des gros problèmes. Enfin, en tout cas, c'est ce que les personnes nous ont raconté lorsqu'elles sont sous protection juridique. Il y a toujours un problème pour ouvrir un compte, pour avoir accès à tel type de carte bleue, etc. Et voilà, donc c'était les espaces de l'enquête qui s'est déroulé sur 2 villes d'Occitanie, donc Montauban et Tarbes. Alors, voilà, donc là, ce que je vous propose, c'est de laisser la parole aux personnes qui ont participé à l'enquête pour faire un premier retour sur cette expérience d'enquête. Donc concrètement, les personnes avaient un questionnaire, ont été interroger les personnes. Donc je me retourne vers l'écran pour savoir s'il y en a qui veulent bien prendre la parole pour illustrer un peu les propos. Peut-être Thierry pour commencer, à Tarbes. Merci de me donner la parole. En effet, nous avons participé à cette enquête qui nous a permis de nous rendre compte que beaucoup de personnes ignoraient les difficultés rencontrées pour des personnes en situation sous protection. Et on a pu mesurer que bien souvent, les personnes qui recevaient du public étaient en contact avec du public sous protection, avec des problèmes de communication, de manque d'information et ne savaient pas forcément bien gérer les situations à laquelle ils rencontrent. Donc, ça nous a permis d'aller vers ces personnes-là et ça nous a permis de faire un diagnostic sur toutes ces réalités qu'on vit au quotidien et qui n'est pas simple. Donc, j'espère que cette enquête-là permettra par la suite de mieux mesurer ces difficultés qu'on a pu mesurer et qu'il y ait une meilleure communication, une meilleure connaissance entre l'institution, entre le service public, entre les relations humaines en général. Voilà. Je peux prendre le relais, Isabelle. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. En tout cas, merci Thierry. Je tiens à excuser également sur Montauban les personnes concernées qui ont pu participer, qui au dernier moment n'ont pas pu venir, en la personne de Thierry, de Françoise, de Grégory et de Christophe. Une précision sur la mise en œuvre de cette enquête. Il faut savoir qu'à la fois, toutes les personnes, c'est-à-dire professionnelles ou personnes concernées, ont été à la fois enquêteurs et observateurs de l'enquête. Donc, il n'y a pas eu de primauté d'une place particulière, mais en tout cas, tout le monde a joué ces différentes places, et ça, c'était fondamental pour nous. C'est vrai qu'on a eu un accueil plutôt favorable de l'ensemble des personnes extérieures que l'on a pu solliciter, à l'exception effectivement d'une structure. Mais en tout cas, il y a eu une volonté effectivement de pouvoir y participer.
Et c'était assez intéressant de mesurer l'écart entre ce qui est de l'ordre de la représentation de ce qui est. Alors c'est vrai qu'on était surtout peut-être orienté sur l'exercice des mesures de protection, puisque nous sommes, que ce soit Isabelle, que ce soit les professionnels de Tarbes ou moi-même, professionnels autour de l'exercice des mesures de protection juridique. Mais malgré tout, ça avait une vision un petit peu plus large, hein, comme le disait Audrey, de la question de la vulnérabilité du handicap. Donc, on a eu effectivement des retours assez positifs, un accueil en tout cas assez positif. Après, on a pu mesurer ces écarts entre la question de la question de la présomption capacitaire des gens, qui n'est pas forcément vue, en tout cas prise en compte à partir du moment où il y a une mesure de protection juridique. Et ça, c'était assez intéressant de le mesurer. Et après, donc, comme le disait aussi Audrey, cette enquête, pardon, a été l'occasion aussi d'interroger des personnes accompagnées au-delà des professionnels pour vraiment faire cette enquête en miroir. Voilà, je te laisse la parole peut-être Isabelle pour la suite. Merci. Oui, alors moi, ce que je pourrais ajouter, alors moi, je n'ai pas fait l'enquête puisque moi, je suis basée sur Dijon et effectivement, c'était un petit peu compliqué pour moi d'être physiquement sur le territoire, mais j'ai participé à toutes les autres phases de travail et je voulais juste dire l'intention qu'on avait par rapport à ce que disait Audrey dans la vie ordinaire. C'était aussi pour tester, parce qu'il y a une injonction quand même beaucoup à la contrainte dans la vie ordinaire. Et c'était aussi ça qu'on voulait appréhender en mettant ça sur la place publique. C'était de savoir comment les gens autour, quand on leur parlait simplement de mesures de protection, de prise de décision, de choses comme ça, comment eux appréhendaient aussi dans leur quotidien, parce que ce n'est pas le genre de questions auxquelles on réfléchit tous les 4 matins en se rasant ou en se rasant pas. Donc, c'était aussi intéressant d'aller tester là-dessus. Donc, voilà, moi, c'était pour ça aussi que j'avais rejoint le groupe et qu'on s'y maintient, parce qu'il y a vraiment cette idée de diffusion aussi voilà, chez tout le monde, pas seulement au-delà, comme disait Jean-François, au-delà des professionnels, au-delà des personnes concernées, finalement, quelqu'un l'a dit, on est peut-être tous aussi concernés par la prise de décision, en tout cas. Je voudrais juste rajouter une petite chose, puisqu'il y a Betty également qui a rejoint ce groupe-là récemment et qui a fait un gros travail de mise en page et de mise en œuvre du livret qui sera effectivement un support de communication pour nous, à la fois pour les personnes qu'on a interviewées, mais à la fois également pour toute personne susceptible de pouvoir s'intéresser à ce travail-là. Est-ce que je peux juste conclure? C'est terminé. Donc vraiment en 2 minutes, merci beaucoup Anne d'avoir participé à distance et d'avoir également porté la voix de ce groupe pour cette recherche. Donc comme vient de le dire Jean-François, effectivement, on a un livret qui vient présenter les résultats. Hugo, est-ce que tu peux, voilà, par exemple, descendre et montrer quelques exemples de résultats qu'on a eus? Donc c'est vraiment rapidement, hein, c'est pas du tout pour voilà. Donc l'idée c'était effectivement quand même un travail d'objectivation, hein, à travers des questionnaires voilà et alors quand on dit enquête en miroir, c'est qu'effectivement on a interrogé donc des professionnels du milieu ordinaire et des personnes concernées par des situations de vulnérabilité en handicap et on a essayé de regarder des différences de perception pour des points, en tout cas pour des situations qui sont partagées. Tout simplement aller, par exemple, acheter du pain ou aller porter plainte à la police ou demander l'ouverture d'un compte bancaire, par exemple, quels étaient finalement les points communs, les points de jonction et les points de différence. Donc voilà, c'est tout le type de résultats qu'on a pu obtenir. Voilà.
juste pour terminer également, c'est pour vous dire que c'est une enquête exploratoire. Hein, donc l'idée, il y a encore un gros travail à fournir hein, de redéfinition, de bornage, de retravailler, si on veut, par la suite, de refaire un échantillon peut-être plus grand, plus ciblé, etc. Voilà. Là, l'idée, c'était vraiment de lancer une expérience d'enquête par ce collectif-là et, voilà, et la production de résultats un peu objectivés qui sort voilà, de discours peut-être toujours un peu, enfin, situés. Voilà, c'était l'idée, c'était également ça. Voilà, je vais arrêter là. Bien. Oui, pardon, bien sûr. Bien, bah merci à tous les intervenants d'avoir tenu le temps. Et puis, je trouve qu'on a une bonne cohérence et vraiment, je suis vraiment intéressé par cette enquête, Audrey, et par sa méthode, voilà, un peu expérimentale aussi. Hein. Je crois que vous devez tâtonner méthodologiquement pour trouver une façon de faire. C'est vraiment intéressant. On en rediscutera. Je vois qu'il y a déjà une main qui se lève, donc je laisse la parole à la salle tout de suite, sans perdre de temps. J'avais pas grand-chose à dire. C'est juste que nous, sur Lyon, on est en train de lancer un groupe de recherche sur la prise de décision, justement. Et que votre document, il m'intéresse beaucoup. Ça me fait beaucoup de résonance en moi. Bref, si c'est un jour peut-être, je vous recontacterai. Et j'aurai des questions à vous poser pour mettre en place des choses chez nous. Voilà, je voulais pas en dire beaucoup plus. Tout ça pour dire que ça a beaucoup résonné en moi. Avec plaisir, et Lyon, c'est beaucoup plus accessible pour moi. Merci aux intervenants. J'aurais 2 questions, 3 même peut-être. Audrey, d'abord, oui, cette enquête, je la trouve extraordinairement intéressante et j'aimerais savoir ce qu'il en est de sa diffusion auprès des enquêtés, en fait, puisque on a des résultats intéressants et qui devraient pouvoir les interpeller aussi, justement. Et j'aurais une question, mais après qui est aussi bien pour Philippe et son père que pour Karen, sur cet après, sur la séparation, la dernière, la séparation, est-ce que ça se prépare et comment ça se prépare, si jamais ça se prépare, sachant que c'est une grande crainte de très nombreux parents et de très nombreuses personnes. Je réponds très brièvement comme ça. Effectivement, les questionnaires qu'on les a fait passer, on leur a demandé aux personnes s'ils voulaient avoir les résultats et on a pris des adresses mail. Donc ce livret, en fait, il vient juste d'être finalisé. Donc là, la prochaine étape, effectivement, c'est de le rediffuser à toutes les personnes qui ont accepté de recevoir les résultats. Il y aura une journée de restitution aussi qui est prévue à Tarbes au mois d'octobre, avec les acteurs où potentiellement on pourra lancer des invitations. Voilà, c'est tout. Moi, j'avais juste en écho avec la deuxième question de Chantal, donc Jennifer Fournier, j'étais très intéressée que ce soit vous, Philippe, qui teniez ce discours-là, parce que jusqu'à présent, et pour avoir animé pas mal de temps de partage d'expériences avec des parents, c'est plutôt là que l'inquiétude s'énonce en fait de la suite. Et alors que j'ai animé quand même pas mal de groupes d'expression avec plein de personnes en situation de handicap, c'est pas arrivé sur le devant de la scène. Donc voilà, je veux juste faire écho à la question de Chantal. Merci. Je réponds avec Philippe, qui est déjà très motivé par autre chose. Mais vous avez vu que Philippe a préparé cette intervention avec moi, avec l'idée de faire apparaître une dimension qui n'apparaît pas à travers les enquêtes. C'est la conscience des personnes
comme ça. C'est leur inquiétude existentielle qui existe. Ça n'apparaît pas dans les enquêtes instrumentales nécessaires. Hein. Je n'ai aucune critique, mais cette conscience de tout le temps d'être soi déjà. Hein. C'est pour ça que j'ai dit dans le truc d'être alors que tout vous négativise. Hein, comme ça. On l'a vécu très intensément tout ça et quelquefois conflictuel d'ailleurs parce que moi je n'arrivais pas à accéder à sa conscience existentielle hein, en tant que telle. C'est ce qu'on a voulu faire apparaître et dans l'avenir, effectivement, souvent c'est aux parents qu'on s'adresse hein, sur leur existence. Et vous avez raison d'assister. Et c'est pour ça que j'ai trouvé formidable quand Philippe m'a dit, moi je veux parler de ça. Hein, parce que c'est vraiment de lui. Alors bien sûr, ça fait écho à mes interrogations à moi, mais c'est de lui. Et tout le temps, Philippe, c'est pour ça qu'il a parlé un peu de l'histoire, parce que finalement, toute cette conscience historique, existentielle, personnelle, n'apparaît jamais. C'est un non-dit, un non-connu, mais souvent même c'est nié. C'est-à-dire que les personnes ne sont considérées comme non conscientes de leur vie. Hein. Je crois que c'est quelqu'un qui disait tout à l'heure, on a une vision de la raison qui nous empêche de voir la raison hein, des personnes concernées entre elles. Voilà. Alors Philippe a rajouté quelque chose. Vous ne savez pas combien cette intervention me libère. Il a tout dit. C'est une très très grosse émotion. Je crois que c'est la première fois que je rentre en relation avec une personne avec qui je me sens sur la même longueur d'onde. Merci Philippe, merci Jean-Pierre. Peut-être juste pour vous redire, effectivement, comme on ne se présente pas nécessairement tous et toutes dans la salle, de dire d'où vous parlez au démarrage, éventuellement votre nom, et puis de quelle place vous parlez. Bonjour, moi je m'appelle Gabrielle, je vais intervenir ensuite. Moi je suis aidante de ma sœur. Et c'est une question aussi pour Philippe, parce que du coup, je suis curieuse de la suite de votre intervention qu'on n'a pas pu entendre. Si on reprend la citation d'Hannah Arendt, que je ne connais pas par cœur, est-ce que dans le temps qui nous reste, est-ce que vous pouvez quand même un petit peu nous dire ce que vous aviez prévu de dire sur cette question d'être confirmé dans son identité, même s'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites? Alors, c'est difficile parce que Philippe a malheureusement un outil qui a ses limites. Hein. C'est-à-dire que on n'a pas, en tout cas, on n'a pas trouvé le moyen technique pour ne pas revenir au début du texte. Alors, on ne va pas vous le redire, mais si vous voulez un aparté, Philippe vous le dira. Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'effectivement, à travers la citation d'Hannah Arendt, Philippe, je parle sous ton contrôle, vous savez, il me contrôle vachement, hein, donc vous le verrez dans son visage et il voulait dire par là que effectivement, je l'ai dit un peu au début, le jeu hein, se construit avec les autres. Le jeu ne se construit pas tout seul. Et c'est ça qui pèse très, très lourdement d'ailleurs pour nous tous, mais pour lui en particulier, parce que son parcours a été marqué du jeu vous ne pouvez pas. Hein, vous ne ferez pas. On lui a dit au moment où il est arrivé au bac, on lui dit de toute façon ça ne sert à rien que tu fasses des études supérieures parce que tu n'auras jamais d'activité professionnelle normale. Voilà. Donc, il le sait. Et d'ailleurs, cette injonction était tout à fait justifiée, puisque Philippe a 45 ans, bien qu'il travaille beaucoup, il a 2 Master 2, il a 0 point retraite, pour vous dire. Donc l'injonction était vraie, hein, simplement. Bon, Philippe a quand même il a fait des études supérieures, et il est maintenant un intellectuel, si je puis dire, mais voilà. Mais cette injonction, il l'a. Alors, le problème, c'est que ce que Philippe voulait vous faire sortir, vraiment, je sais pas, c'est que c'est un travail intérieur extrêmement profond qui n'est jamais explicité. Regardez dans l'histoire, même dans la psychosociologie, vous ne trouverez très très peu d'études faites sur justement la vie réelle
des personnes concernées. Récemment, une amie nous a donné lecture d'un travail d'un chercheur du CNRS qui avait fait une étude sur le journal de quelqu'un interné, je crois que c'est au 19e siècle, si je me souviens bien, et qui avait laissé un journal. Et un chercheur a osé regarder ce journal et travailler dessus. Mais personne ne connaît cette publication. Elle est dans un fonds d'archives du CNRS, et personne n'en a fait état, nulle part. Alors, sur les lycées, il écrit, et puis tu vas compléter parce que il ne va pas rester sans parole. Donc, sur le lycée Toulouse-Lautrec, l'EREA Toulouse-Lautrec, on parle beaucoup de l'école inclusive, tout le monde fait des discours sur l'école inclusive, machin, bon, voilà. Bon, et cette EREA a été créée en 1980. 1980, ça fait 45 ans, et l'âge de Philippe, si je peux dire, 45 ans. Est-ce que vous pouvez me citer une étude qui parle de regarder qu'est-ce que sont devenus ces élèves? Aucune. Il n'y a pas un travail universitaire, il n'y a pas une étude de l'éducation nationale là-dessus. Pas une. 45 ans. Et on parle de l'école inclusive. Alors que c'est un lycée qui a vu des milliers d'élèves passer, dont Philippe, qui est resté 12 ans. Dedans, et qu'il y a des milliers d'élèves qui ont obtenu le bac d'ailleurs depuis et qui ont fait des études supérieures pour certains d'entre eux, et qui avaient des pathologies comparables. Donc, vous voyez, c'était terrible, c'est terrible ce silence que dit Philippe. Silence sur nos vies personnelles, silence sur nos consciences, silence sur nos résultats, nos vies, nos conditions de vie réelles. Comme ça, voilà. 0 point retraite à 45 ans. Voilà. Après 2 Master 2. Voilà, Philippe Vallier a quelque chose à dire. Vas-y, dis-le. Finis ta phrase. Obligé d'écrire avec ses yeux, parce que c'est aussi ça, cet enfermement. Ah oui, qu'il a en sa tête, ça bouillonne. Je suis désolé si j'ai eu certains propos crus, qui vous ont peut-être un peu choqué. Merci. Pardon. Merci beaucoup pour vos interventions. Je m'appelle Yulia, je fais partie de Cap Droit, on va dire, depuis un certain nombre d'années. J'avais une question pour Karen, si tu acceptes, Karen, de répondre. Ton intervention, merci à tous les trois, mais merci à toi d'avoir ouvert, et ton intervention m'a beaucoup marqué. Mais j'avais une question. Tu as parlé du fait qu'il t'arrive de regretter l'accès à l'oralité, c'est ce que tu as dit. Et je me demandais si tu acceptes peut-être de développer un peu plus, et peut-être aussi, si je me permets de faire aussi pas une comparaison, mais aussi à la lumière de ce que dit Philippe, et ce que dit Jean-Pierre sur aussi cette difficulté d'accès justement à la parole pour Philippe. Voilà, si tu as quelque chose à dire là-dessus. Merci. Merci pour cette question. Je répondrai aussi rapidement à la question de Chantal. Concernant l'oralité, en fait, l'oralité, c'est une épreuve. Tout à l'heure, j'ai eu du mal à prendre la parole. C'était très dur. Et d'ailleurs, le projet était ambitieux parce que je voulais vous communiquer ma joie. Et en réalité, j'ai essayé de faire des boutades et je me suis rendu compte que ça n'a pas du tout fonctionné.
Donc je suis un petit peu triste de cette présentation. Mais globalement, l'oralité, effectivement, c'est difficile. Et récemment, j'ai découvert, lors d'une traduction en langue des signes, le plaisir qui était le mien dans le geste, de recevoir le geste. Je ne signe pas, mais je me suis rendu compte que ce retrait de la parole dans l'échange me faisait beaucoup de bien. Et donc, je m'interroge effectivement sur la dimension cette normalité du langage me perturbe de plus en plus. Et parfois, les envies de retrait sont très grandes. Le retrait autistique me ferait beaucoup de bien, m'apporterait beaucoup de satisfaction, mais je ne m'y autorise pas vis-à-vis de mon enfant. Je ne peux pas me le permettre. Et sur la question de la mort, l'oralité est parfois synonyme de mort en ce qui me concerne. Je dois dire que je redoute la mort de ma sœur, mais je redoute aussi, en ce qui me concerne, le jour où il arrive quelque chose à ma sœur, effectivement, ce sera très dur. Je sais que mes parents sont très inquiets de ce que j'adviendrai après leur mort, mais je redoute aussi, en ce qui me concerne, l'avenir de ma fille, si toutefois, par l'effort de l'oralité, par l'effort de la compensation, d'exercer certains engagements, j'en venais à dissocier, à décompenser. Donc, pour ce qui me concerne, actuellement, je prends des dispositions pour ma fille dans le cas où il devait m'arriver quelque chose. Voilà, des directives anticipées. Mais vous avez aussi compris qu'il y a beaucoup de complicité entre l'approche de Karen et celle de Philippe, hein, de fait, hein, dans la recherche d'exprimer sa conscience des choses, hein, et de sa vie réelle. Bien, on arrive au terme du temps. Un dernier mot peut-être pour illustrer ce que disait Philippe. Je fais actuellement un travail socio-historique d'un établissement spécialisé pour enfants handicapés. J'ai 1000 dossiers d'enfants des années 60 à aujourd'hui. Je les regarde, je regarde dedans, je passe du temps. Ce sont des êtres de papier, ces enfants. En réalité, je n'ai rien directement d'eux, pas un écrit. Ou alors, c'est un écrit où on les a obligés à écrire une excuse parce qu'ils avaient fait une bêtise. C'est tout ce que j'ai de direct. Donc, c'est 3 paragraphes sur des dossiers épais comme ça. Je crois que ça illustre bien ce qui vient d'être dit, effectivement. Bien, merci à tout le monde. Merci à tous les intervenants et les intervenantes, ici et à distance. Et donc, je crois qu'on a le droit à une petite pause. C'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a une demi-heure de pause de prévue. Il y a une pause qui est prévue dans le hall, là, au niveau d'un espace forum. Donc, il y a du café, etc. Et je voulais aussi vous dire, donc, on a mis en place un dispositif dit de capsule, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est de répondre à quelques questions de manière un peu spontanée et pour les intervenants, éventuellement, de résumer leur communication en quelques mots. Le but de ça, c'est de pouvoir rendre un peu accessible ce qui se dit dans ces espaces-là, en dehors des temps de rencontre et sur un format un peu plus facile